Bonjour à tous et bienvenue dans BFM Politique. Il a été député à 26 ans, ministre à 29, sénateur et même présidentiable. Il est aujourd'hui et depuis plus de 23 ans le maire de Troyes et depuis 4 ans le président de l'Association des maires de France. Et c'est à ce titre que dans quelques heures, il va donner le coup d'envoi au 101e congrès des maires qui devrait être l'occasion pour ceux qui administrent les quelques 36 000 communes de notre pays d'exprimer un vaste ras-le-bol. François Baroin est l'invité de BFM Politique aujourd'hui en direct et jusqu'à 13h sur BFM TV. Et voilà bien longtemps que l'on n'avait pas entendu cette voix si reconnaissable. Alors bien sûr, dans un instant, il nous livrera sa première réaction à cette mobilisation des Gilets jaunes. Que dit-elle de l'état du pays? Quelles leçons peut-on, doit-on d'ores et déjà en tirer? Et puis on parlera bien sûr longuement de l'état d'esprit et des attentes très concrètes des maires de France qui vont donc se réunir ici à Paris dans les prochaines heures. Qu'attendent-ils très concrètement, très précisément du gouvernement? Pourquoi sont-ils près d'1 sur 2 à dire qu'ils ne solliciteront pas un nouveau mandat aux prochaines élections municipales de 2020? Et puis que faut-il penser de la décision d'Emmanuel Macron de ne pas se rendre devant le congrès des maires cette année, mais de les recevoir à l'Élysée mercredi? François Baroin, le président de l'Association des maires de France, est donc l'invité de BFM Politique aujourd'hui en direct et jusqu'à 13h. On le retrouve tout de suite après le point complet de l'actualité que vous est présenté aujourd'hui par Florence Duprat. Bonjour Florence. En cours ce midi, les opérations se poursuivent. Alors bien sûr, on est très loin des quelques 2000 sites qui ont été recensés hier au plus fort de la contestation. Mais vous voyez ces images sur la départementale 5, à Marcheprime, à la hauteur de Marcheprime en Gironde, voilà, où les gilets jaunes ralentissent la circulation. Même chose sur la rocade de Rennes, où des barrages filtrants ont été érigés. La contestation reste vive, c'est ce que nous disent ces actions. Ce matin, on va prendre la direction de Disneyland Paris en région parisienne pour retrouver Perrine Vasque. Alors à Disneyland, des gilets jaunes sont arrivés par surprise. Oui, absolument. Ce sont des gilets jaunes que vous pouvez voir derrière moi. Ils sont une quarantaine, une cinquantaine. Ils viennent de la Seine-et-Marne, de Meaux pour la plupart d'entre eux. Il y a quelques minutes, ils viennent d'ailleurs d'observer une minute de silence, vous le savez, en mémoire de la dame qui est décédée hier. Et puis, ils chantent la Marseillaise. Alors, leur action aujourd'hui, elle a consisté à ouvrir gratuitement ce parking de Disneyland Paris qu'empruntent tous les visiteurs. Dès 9h du matin, ils ont été là pour bloquer ce parking. Résultat, eh bien, des kilomètres de bouchons jusque sur l'autoroute en attendant des visiteurs qui souhaitaient rentrer dans le parc. Alors, eh bien, contrainte et forcée, le gérant de ce parking a décidé, sous la pression, de laisser les barrières ouvertes. Vous pouvez le voir, 3 voies restent disponibles, les autres sont bloquées par les gilets jaunes. Mais les gens, aujourd'hui, rentrent gratuitement dans le parking de Disneyland Paris grâce à ces quelques gilets jaunes que vous pouvez voir derrière moi. Ils ne savent pas encore s'ils vont rester ici toute la journée. Le gérant du parking était d'accord pour laisser les barrières ouvertes jusqu'à 12h30. À voir la suite du programme pour eux. Merci beaucoup Perrine Vasque avec Frédéric Leclerc, IMOF. Alors on rappelle qu'à l'origine de ce mouvement, il y a bien sûr la hausse des prix des carburants et des taxes, mais aussi un ras-le-bol plus général, ce qui incite des gilets jaunes à continuer. Écoutez. La mobilisation va être très importante aujourd'hui. Mais ils ne réagissent pas. Donc nous allons les faire réagir. Et comme ils veulent garder une fermeté, dans la fermeté, ils vont tomber. Qu'aujourd'hui, les politiques ne peuvent plus nous entendre. On a la République en marche, qui sont des godillots silencieux. Et autour, on a des partis politiques sur lesquels on entend quelques voix dispersées. Personne n'arrive. On a un système qui est complètement bloqué. Le peuple va être obligé de se structurer pour se faire entendre. On est toujours mobilisé et on sera mobilisé jusqu'à ce qu'il faudra. Parce que maintenant, il faut qu'on bouge, que le peuple français bouge. Et cette mobilisation hier a été relativement importante, même si elle n'est pas imposante. Les seuls chiffres dont on dispose sont ceux qui sont régulièrement publiés par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. On va l'entendre alors que l'on voit sur ces images les opérations des Gilets jaunes qui se poursuivent du côté de Rennes, en Ille-et-Vilaine et à gauche en Gironde. On souhaitait la transparence, je la souhaite jusqu'au bout. 287 710 personnes ont été comptabilisées sur chaque site, sur 2034 sites, par nos forces de sécurité. Mais à l'heure qu'il est, je peux effectivement vous dire qu'il y a eu 409 blessés.
dans ces manifestations, dont 14 graves. Il y a eu 28 policiers, gendarmes, motards, pompiers qui ont été blessés, dont certains de façon grave. Et cette nuit en particulier a été agitée. En tout, 282 gardes à vue, 73 cette nuit, parce que sur les sites, il restait quelques sites, à peu près 3500 personnes sont restées toute la nuit sur 87 lieux différents. Et il y a eu cette nuit des agressions, des bagarres, il a fallu intervenir, des coups de couteau. Et donc on est dans une situation de tension forte qui mobilise énormément de forces de sécurité. Et face à cette colère, face à ces incidents, le gouvernement qui réexprime sa fermeté, le ministre de la Transition écologique affirme que le gouvernement maintiendra le cap. Dans Le Parisien, François de Rugy dit comprendre les raisons du mouvement, mais il assure que ne pas instaurer la taxe carbone au 1er janvier serait inconscient. Alors l'opposition, elle tire à boulet rouge sur l'exécutif. Les Républicains demandent à Emmanuel Macron d'annuler les nouvelles taxes à venir sur les carburants, taxes qui doivent entrer en vigueur au 1er janvier. Cette taxe n'est pas destinée à la transition écologique. Seulement 5% de ces augmentations vont à la transition écologique. C'est simplement un moyen pour le gouvernement et le président de la République de remplir les caisses de l'État en prenant dans la poche des Français. Aujourd'hui, on est en train d'écœurer les Français de cette transition écologique parce que simplement on les fait passer à la caisse alors que, bien évidemment, cet argent n'est absolument pas destiné à ça. Voilà pour l'essentiel. On vous retrouve Thierry et Arnaud pour BFM Politique. Merci Florence. Dans un instant, François Baroin sera l'invité de BFM Politique, le maire de Troyes, le président de l'Association des maires de France. Il nous livrera bien sûr sa première réaction à cette mobilisation des Gilets jaunes. Que faut-il en penser? Quelles leçons doit-on d'ores et déjà en tirer? Et puis à quelques heures du 101e congrès des maires, ici à Paris, on lui demandera pourquoi près de la moitié des maires disent aujourd'hui qu'ils ne solliciteront pas un nouveau mandat à l'occasion des prochaines élections municipales en 2020. Et puis il nous dira pourquoi les relations entre les maires de France, l'association qu'il représente, l'État en général, ses relations à lui et avec le président de la République sont à ce point dégradées qu'il a parlé il y a quelques jours d'un populisme d'État. Il nous dira ce qu'il faut faire selon lui pour renouer le dialogue entre le sommet de l'État et les élus préférés des Français. À mes côtés pour interroger François Baroin, Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien, et puis Edwige Chevrillon de BFM Business. Bienvenue à tous les deux. Bonjour, François Baroin, dans BFM Politique, c'est dans quelques minutes, tout de suite après cette petite pause. On se retrouve. Immergez-vous dans la Fête des Lumières, le plus grand événement lyonnais où l'art et la technique se marient avec la tradition des Lumignons. Innovation, participation, émotion sont au rendez-vous pour vous faire vivre 4 soirées inoubliables autour de plus de 80 œuvres. BFM TV, partenaire de la Fête des Lumières 2018, vous offre votre week-end à Lyon. Tentez tout de suite votre chance sur bfmtv.com. BFM TV, au cœur de l'événement. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts pour l'achat d'une Peugeot 108. Ma femme a partagé mes doutes, mes craintes, mes succès. Il était temps qu'on partage aussi la même banque. Pour l'ouverture d'un compte joint, profitez de 2 cartes gratuites. Before Bank, la banque selon moi. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow! So good! So bien vu! So cook, cuisine équipée. Ça, c'est la nouvelle classe A. Comme toutes les voitures, elle a un tableau de bord. Et vous pouvez le faire ressembler à ça, à ça. Ah ouais, pas mal celui-là. Le contrôle vocal est dingue. Eh Mercedes, mets-moi du hip-hop. Et avec la technologie Car2X, facile d'éviter les bouchons. Et maintenant, qui a l'air super cool devant Niki? Yikes, you did that. Alors oui, c'est une voiture, mais qui est un peu plus comme vous. Nouvelle classe A, en ce moment à partir de 290 € par mois. Eh oui.
Je suis convaincu que c'est l'avenir de l'aspirateur. Avec ce puissant moteur numérique, Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Cette nouvelle génération de batteries lithium offre plus d'autonomie pour un nettoyage continu. Et bien sûr, un plus grand collecteur. 30 jours pour tester. Achetez sur Dyson.fr. Pendant les German Days jusqu'au 24 novembre, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'une Opel. Eh oui, vous avez bien entendu, tout ce qui roule jusqu'à 6 000 €. Et ça, toujours jusqu'au 24 novembre dans tout le réseau Opel. People don't want to think no more, they just want to feel, they want to let go. All the girls want, all they looking for is, let's get right, let's get right, okay. All the girls want, look at you. 1 Million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Cet automne, la star, c'est le kaki persimon. Vanillé, doux et tellement croquant. Le kaki persimon de Bouquet, il nous fait tous craquer. Antoine, vos radiateurs connectés Atlantique, ils sont fantastiques. Et il n'y a pas que Charlotte, il y a aussi les chaudières Atlantique, la climatisation Atlantique, les pompes à chaleur Atlantique, la ventilation Atlantique, les chauffe-eau Atlantique. Oh, rends-moi mon argent. Hé Sarah, j'adore ce que t'as fait à tes cheveux. Elle s'est fait un petit balayage. J'ai 36 ans, un métier exigeant. Je suis marié, plutôt sportif. Et dans moins de 2 heures, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance. Mais d'abord, c'est l'heure de la récréation. Nouveau Suzuki Vitara. C'est bientôt le moment shopping. Encombré? Heureusement, il y a Cash Express. Profitez-en pour booster votre pouvoir d'achat en revendant vos produits, vérifiés et estimés en direct en toute transparence. Cash Express, 130 magasins à votre service. Et c'est parti pour BFM Politique. Comme chaque semaine, vous en avez l'habitude. Vos questions, vos réactions, c'est le hashtag BFM Politique. Notre invité aujourd'hui, le maire de Troyes, le président de l'Association des maires de France. Bonjour François Baroin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Près de 300 000 Français ont revêtu des gilets jaunes aujourd'hui pour participer à environ 2000 manifestations. Le bilan de cette journée, c'est malheureusement un mort. Plus de 400 blessés, dont 6 graves, plus de 300 interpellations. C'est un mouvement d'ailleurs qui se poursuit ce matin. Quelle lecture en faites-vous et que nous dit ce mouvement de l'état du pays aujourd'hui? Je pense que c'est un message d'alerte extraordinairement profond qui marque d'ailleurs une différence entre ce qui s'est passé dans les grandes métropoles et dans la plupart des villes moyennes, des préfectures, des sous-préfectures. La ville de Troyes, par exemple, a vu plus de 2000 personnes, ce qui est du jamais vu dans toutes les manifestations. C'est un département qui a un immense respect de l'État, extraordinairement loyaliste, mais qui a souffert sur le plan social avec la désindustrialisation, notamment dans le textile. Moi, je n'ai jamais vu autant de personnes dans les rues de Troyes, c'est un peu partout dans les villes de province. Et c'est au fond la classe moyenne qui est dans une interrogation évidemment sur son avenir, une interrogation de son territoire, de son coin de la rue, de son pouvoir d'achat, de l'organisation de sa vie de famille, de la perspective qu'ils offrent également à leurs enfants. Et donc c'est une alerte, je pense, importante dans une organisation sociale différente, puisque c'est la première fois qu'en France les réseaux sociaux organisent sous cette forme-là ce type de manifestation. Je pense qu'il appartient évidemment au président de la République d'entendre ce message. Je ne doute pas qu'il l'entendra et je pense qu'il faut prendre des initiatives. J'ai évidemment une pensée parce que le bilan humain, il est très lourd. Y compris à Troyes, on a eu des forces de l'ordre qui ont été caillassées. L'hôtel de ville a failli être envahi. Donc il y a eu aussi des éléments de violence qu'il faut contenir. Il faut rendre hommage aux forces de l'ordre qui, dans cette organisation, ont essayé probablement de faire au mieux. Mais c'est un message très, très puissant qui est envoyé au fond de la profondeur de la France. Alors vous le disiez, c'est un mouvement qui est
sans précédent dans sa nature, dans la manière dont il s'est constitué. Les images hier étaient évidemment spectaculaires. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, mais vous parlez de colère profonde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être le risque de surestimer un petit peu ce qui se passe? Parce que finalement, quand on fait le compte de ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, il y a moins de monde que, par exemple, pour manifester hier contre la loi travail ou pour certaines mobilisations pour protester contre le mariage pour tous. Certainement, mais c'est l'originalité de ce mouvement et de ces réseaux sociaux qui ont réussi à mettre plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues. Donc on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. D'ailleurs, ce serait une insulte pour les gens qui, sincèrement, ont manifesté dans la rue sur l'affaire du pouvoir d'achat et ayant l'honnêteté de le reconnaître. Ce gouvernement et ce pouvoir n'est pas seul responsable de la situation. On a le taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé en Europe et on n'a jamais eu autant d'impôts stockés. Donc à un moment, il est certain que lorsque les gens regardent la paye en fin de mois, il y a une tension profonde entre la capacité de payer son logement, de se nourrir, de financer les études de ses enfants, de se déplacer, d'aller à son travail et la réalité d'un quotidien qu'on espère toujours un peu meilleur. Donc c'est un problème de fond. Il y a une aggravation depuis 15 mois avec un certain nombre de mesures fiscales qui effectivement amputaient le pouvoir d'achat, mais c'est un ras-le-bol général. Ce ras-le-bol, il n'est pas que français d'ailleurs. Regardez ce qui s'est passé en Italie, ces vagues de populisme qui se développent un peu partout. Il y a une vraie rupture entre les élites et la réalité des classes moyennes, qui sont les moteurs de toutes les sociétés avancées, de toutes les démocraties en quelque sorte, qui sont par ailleurs fragiles et qu'il faut préserver. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Je pense que le silence n'est pas non plus la bonne réponse. Et je pense qu'il faut probablement qu'il y ait des réunions au plus haut niveau, ou que les acteurs se mettent autour de la table pour voir de quelle manière réduire cette pression fiscale. Cette pression fiscale et ce pouvoir d'achat, ce sont les questions clés. Justement, François Baroin, on imagine que ceux qui ont revêtu ces gilets jaunes, le gouvernement, en gros, l'exécutif dit on a entendu ce qu'attendent ceux qui sont allés manifester hier, qui continuent aujourd'hui, c'est pas qu'on les entende, c'est qu'on leur réponde. Et quelle est la bonne réponse selon vous justement? Est-ce qu'il faut par exemple renoncer à cette augmentation des taxes sur le carburant? Est-ce qu'il faut lancer une nouvelle vague de baisse d'impôts? Est-ce qu'il faut lancer un nouveau train de mesures en faveur du pouvoir d'achat? C'est ça la réponse? Plusieurs moyens pour le pouvoir d'achat, soit vous augmentez les salaires, ce qui est la revendication des syndicats. J'ai vu que la CGT était sur cette ligne, c'est difficile, on est dans un monde compétitif, une économie globale. Beaucoup a été fait d'ailleurs dans le sens de l'amélioration de la rentabilité des entreprises pour essayer de libérer de l'argent pour l'investissement, pour la création d'emplois. La loi travail, de ce point de vue, elle est plutôt dans la bonne direction. En revanche, sur le plan fiscal, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. L'augmentation de 20 points de 20% de la CSG a un impact considérable, mais considérable. Nous l'avions dénoncé en son temps, c'était une mauvaise mesure. Je pense que tout ce qui va dans le sens... Donc il faudrait y renoncer aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est sur la CSG, c'est difficile certainement pour le gouvernement de revenir en arrière. Sur la taxe, sur en quelque sorte le prix du diesel ou le prix du sans-plomb, là-dessus c'est aussi un choix politique. Un consensus existe aujourd'hui désormais dans la société française sur la transition écologique, mais il n'y a pas de consensus sur le calendrier, il n'y a pas de consensus sur la méthode, il y a des doutes sur l'affectation de la réalité de ces taxes. Je pense qu'il faut travailler sur les impôts. Est-ce que c'est un geste sur la TVA? Est-ce que c'est un geste supplémentaire? En tout cas, il faut baisser ce taux de prélèvement obligatoire. L'addition des taxes, des impôts et des charges est à plus de 47%. On a dépassé les 1050 milliards. Donc c'est une asphyxie de l'économie. Et si vous faites une politique de l'offre, c'est-à-dire on réduit les charges pour les entreprises pour libérer de l'argent pour de l'investissement et derrière de l'emploi. Mais si vous ne faites pas une politique du pouvoir d'achat, sachant que, et c'est ça le modèle économique français, plus de 55% du PIB, de la richesse nationale, au fond de l'addition des efforts de tous les Français, c'est de la consommation. Si vous ne travaillez pas sur les impôts, vous amputez la consommation, donc vous avez de l'impact sur la croissance et à la fin votre politique, si bonne soit-elle et bien intentionnée, arrive dans une impasse. C'est ce qui est en train de se produire. Donc moi je pense qu'il faut une initiative sur la fiscalité, ensuite c'est au gouvernement et au président qu'il appartient d'effectuer ses arbitrages et ses choix. Donc aller vers de nouvelles baisses d'impôts, voilà sur le fond. Quant à la méthode, Laurent Berger, le patron de la CFDT, hier a demandé au président, au Premier ministre, de réunir le plus vite possible patronat et syndicats pour construire ce qu'il a appelé un pacte social de la conversion écologique. Alors on a bien vu que jusque-là, depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, de grandes tables rondes avec les partenaires sociaux, ce n'était pas la méthode privilégiée. Est-ce qu'aujourd'hui, cet appel de Laurent Berger, selon vous, il doit être entendu? Est-ce que c'est la bonne façon d'approcher les choses? Ce qui est certain, c'est que ce message porté par les Français hier, dans la France des provinces, je veux dire, c'est ça. Il ne faut jamais oublier que vous avez la moitié des Français qui vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants.
ne faut jamais oublier que vous avez près de 40% des Français qui vivent dans des communes de moins de 3000 habitants. Donc le temps de transport entre le domicile et le lieu de travail, c'est un élément constitutif d'une emprise sur le pouvoir d'achat lorsque l'on prend sa voiture et que l'on fait son plein. C'est la même chose à peu près sur la totalité du territoire, à l'exception des coins où il y a justement des transports en commun en site propre, de la mobilité sans difficulté. Quelle est la bonne méthode pour appréhender ce mouvement social très original et incertain dans son évolution ? Ça, c'est au gouvernement qu'il appartient de trouver les bons choix. Est-ce qu'ils peuvent revenir sur la taxe sur le gazole ? Je n'en sais rien. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est de rentrer dans un débat où on va dire tiens, on va défiscaliser, mais dans ce cas-là, pourquoi augmenter la taxe ? On va dire tiens, on va faire un chèque, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on va demander au contribuable de remplacer l'usager qui est par ailleurs contribuable pour payer 2 fois son plein ? Là, à mon avis, c'est quelque chose où Descartes aura du mal à retrouver ses enfants. Parlons de ce 101e congrès des maires qui va débuter officiellement demain avec cette première journée consacrée aux Outre-mer. Il y a un an, pour le 100e congrès, vous avez accueilli le président de la République, porte de Versailles, pour ce congrès des maires qui a pris devant vous cet engagement. On écoute Emmanuel Macron. Si vous l'acceptez, Monsieur le Président, cher François Baroin, je suis venu à ce 100e anniversaire. Il est peu probable que je vienne au 110e, au 120e ou au 130e. Mais je m'engage à une chose, si vous l'acceptez, c'est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. Parce que c'est cela, l'esprit de responsabilité dans la République. Alors cet engagement il ne sera pas tenu cette année, en tout cas pas sous cette forme, puisque le président ne viendra pas devant le congrès des maires. Il a choisi de les recevoir à l'Élysée mercredi. Vous le comprenez, vous le déplorez, vous pensez qu'il a peur de venir affronter l'Assemblée ? Non, je ne pense pas que ce soit un homme qui manque de courage. Il était venu au Rassemblement des maires de France lorsque nous avions reçu tous les candidats à l'élection présidentielle. Il avait été sifflé, il avait été hué, il prenait des positions qui étaient complexes. À la fin, il a été élu président de la République. Je ne crois pas que ce soit une question de courage. Et je n'ai pas commenté la décision du président. Elle sera regrettée, c'est certain. Vous l'avez invité, on est d'accord ? Il s'est invité, il est encore invité s'il le souhaite, il vient quand il le veut, nous sommes des profonds républicains, et même s'il était chahuté, c'est pas une difficulté, il en a l'expérience. C'est pas parce qu'on est chahuté, c'est pas parce qu'on a des désaccords sur le fond que l'accueil est indigne, et c'est pas parce qu'on a des contre-propositions qu'on est irresponsable. Il faut discuter. Mais vous êtes déçu ou pas qu'ils ne viennent pas ? Je ne veux pas commenter, je l'ai vu il y a 15 jours, nous avons eu un échange d'1 heure et quart, où chacun a tenu ses positions. Il y a des désaccords, mais ça se fait de manière respectueuse et républicaine. Il recevra les instances de l'AMF le mercredi, nous discuterons. À cette occasion, nous allons lui réaffirmer avec fermeté nos désaccords sur la forme et sur le fond de ce que nous avons vécu dans nos relations, je dirais, coordonnées depuis 15 mois. Et la liste est lourde. La première, elle démarre par un engagement qui n'avait pas été respecté, où il demandait 10 milliards d'efforts sur les 5 années qui viennent au titre de la réduction des dotations. Et 1 mois et demi après, on découvre, le jour où il nous rassemble, que c'est 13 milliards. Il n'y avait pas eu de discussion, il n'y avait pas eu de sujet. Ensuite, il y a eu le débat sur les emplois aidés. On nous a expliqué que si on faisait des emplois aidés, c'était du clientélisme. On est peut-être un peu paranoïaque, mais enfin, comme disait Oscar Wilde, même les paranoïaques ont des ennemis, donc on l'a pris un peu pour nous. On dit non, c'est pas tout à fait comme ça. On n'embauche pas quelqu'un en emploi aidé pour acheter des voix. Ensuite, on a dit, mais vous allez peut-être, sur l'affaire des dotations, geler la DGF, mais il y aura quand même des baisses de dotations. On nous dit, vous allez raconter des carabistouilles. À la fin, vous avez les 2 tiers des communes qui ont perdu de l'argent pour financer les services publics. Donc ça, c'est pas très bien passé, des problèmes de forme, des problèmes de fond. Il nous recevra, nous aurons une liste de revendications, nous voulons des négociations. On rentrera dans le détail, on lui exprimera. De ces sujets avec Beaumont. Il vient quand il veut, à ce congrès ou au suivant. Tous les présidents ne sont pas venus précédemment. Personne ne lui avait demandé de prendre cet engagement. Ce qui importe, c'est que nous discutions et que nous puissions négocier. C'est ça le fond de l'affaire. Alors, avant de passer la parole à Olivier Beaumont et de rentrer effectivement dans le détail de certains de ces sujets, un mot peut-être général sur l'état d'esprit des maires. Vous avez publié une étude assez passionnante qui a été faite sur le Cevipof. Des milliers de maires ont été interrogés pour livrer leurs sentiments. Et il en émane finalement une image un petit peu complexe. On a retenu, et vous allez y réagir dans un instant, ce chiffre que je citais tout à l'heure, très spectaculaire. Près d'1 maire sur 2 nous disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas être candidats à leur propre succession, qu'ils renoncent à un nouveau mandat, à être candidats aux prochaines élections municipales de 2020. Mais ils nous disent aussi, ces maires, qui sont plutôt contents de leur vie, sont 73% à dire ça. Plus de 80% nous disent aussi qu'ils sont satisfaits de leur niveau de vie. Donc on a une impression un peu paradoxale finalement, qu'ils sont plutôt heureux d'être maires aujourd'hui, mais qu'en même temps, ils ne veulent pas continuer. C'est le plus beau des mandats. Pour ceux qui exercent, qui ont la chance d'exercer des mandats publics, c'est le plus beau. On gère le coin de la rue,
on organise des services publics, on aide les gens, on améliore un territoire, on est des hommes de progrès, des femmes engagées. C'est une armée de fantassins de la République du quotidien qui tiennent la cohésion sociale. Mais ils sont en colère aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que ce gouvernement, et pas que la politique qui est difficile et avec laquelle nous avons des difficultés, je dirais, d'approche, de dialogue, de négociation, ça c'est incontestable, nous y reviendrons. Il y a eu aussi, il y a quelques années, la mise en place de grandes structures intercommunales qui ont donné le sentiment, au fond, que ces élus de proximité ne servaient plus à grand-chose dans les décisions de politique publique plus larges. Politique de transport en commun, politique d'eau, politique d'assainissement, financement des voies de communication, développement économique, tout ça se fait à une autre échelle. Donc ce désarroi se traduit par une vague sans précédent, sûrement de démissions de maires. Plusieurs centaines déjà. Peut-être même plusieurs milliers, de maires adjoints, de conseillers municipaux. Or les conseillers municipaux, c'est des gens bénévoles, qui adorent leur territoire, qui aiment leurs aînés, qui veulent les aider, qui aiment tellement leur territoire et leur commune, et l'environnement dans lequel ils ont grandi, ils se sont construits, qu'ils veulent le transmettre aux générations qui suivent. Et il y a une vraie interrogation sur l'avenir, justement, de l'organisation de nos territoires dans les bassins de population. Donc qu'un maire sur deux, à 19 mois ou 18 mois de l'échéance finale de ce mandat, pour la plupart du temps ayant été élu en 2014, c'est-à-dire récemment, marque un taux d'usure qui est préoccupant et contre lequel il faut réagir. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons une grande campagne de communication nationale sur les réseaux sociaux communes au niveau national pour dire voilà ce que fait la commune. Et en fait, les gens ne le savent pas toujours, mais on fait à peu près tout. C'est nous qui faisons les repas pour les enfants, c'est nous qui faisons les enregistrements pour les naissances, c'est nous qui organisons l'eau potable, c'est nous qui organisons l'amélioration de la qualité de vie au quotidien, la requalification des espaces publics, la politique de la ville. Tous ces sujets-là, nous les appréhendons avec beaucoup de bonheur, parce que c'est une satisfaction immense d'avoir juste un regard sous forme de remerciement, de reconnaissance, mais en même temps, beaucoup d'angoisse pour l'avenir. Il ne faut pas penser à nous, il faut penser aux générations qui suivent. Ce degré d'engagement qui aujourd'hui est en train de s'abîmer un peu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire se fatiguer et peut-être échouer, est un élément préoccupant pour l'avenir de la République de proximité. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent précisément, concrètement, aujourd'hui de l'État du gouvernement? Ces maires, on va en parler tout de suite avec Olivier Beaumont. C'est la séquence politique au quotidien. Et c'est à vous, Olivier. Merci Thierry. Bonjour, François Barouin. Vous venez de le rappeler à l'instant, vous allez rencontrer dans quelques jours le chef de l'État avec votre liste de revendications, vous venez de le dire à l'instant. On la connaît, hein, les mécontentements sont multiples pour les maires aujourd'hui. Il y a le soutien financier insuffisant de l'État, la suppression brutale des emplois aidés, la question de la taxe d'habitation en effet. Concrètement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Qu'est-ce que vous allez lui demander quand vous l'aurez en face de lui? Ce congrès des maires, qui est évidemment un moment important, vous aurez 10-15 000 maires adjoints, élus, c'est la France des territoires qui se déplace à Paris pour travailler ensemble et dire à l'État, voilà ce que nous ne voulons plus et voilà ce que nous souhaitons. Ce que nous ne voulons plus, c'est l'addition de mauvaises manières, de mauvaises méthodes. La plus spectaculaire et la plus récente, qui est encore dans l'inconscient collectif, qui a été vécue comme une blessure profonde, même une insulte, c'est la séquence un ministre qui publie une liste de maires qui ont augmenté la taxe d'habitation, de quoi je me mêle, la libre administration des collectivités territoriales est garantie par la Constitution, et il n'y a pas un maire en France qui augmente ou qui baisse ses impôts pour faire plaisir à un gouvernement quel qu'il soit. J'ai été ministre du budget, j'ai été accueilli goudron et plume à l'époque par le Congrès des maires de France, puisque nous avons pris des mesures difficiles, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais que derrière, il y a un hashtag balance ton maire, faisant référence à un hashtag global sur des crimes et délits de violences faites aux femmes, pour des gens qui sont bénévoles, engagés, sincèrement engagés, pour une défense d'une certaine idée d'un service public d'intérêt général, c'est inacceptable. Nous considérons que les réponses n'ont pas été appropriées. Certains membres de la majorité se sont décalés de cela, ça va plutôt dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui au chef de l'État ? On veut, c'est terminer cette parenthèse de 3 congrès, celui des régions, des départements et des maires de France. C'est quand même un exploit en l'espace de 15 mois que les régions, les départements et les communes de France qui avant se regardaient en chien de faïence et essayaient de se récupérer tel ou tel point de fiscalité pour pouvoir améliorer leur politique publique qu'ils portent, se retrouvent ensemble main dans la main pour appeler à une nouvelle décentralisation. Donc il s'est bien passé quelque chose d'assez profond dans la détérioration du dialogue et des relations. On souhaite clôturer cette séquence et les revendications vont porter sur l'avenir de la taxe d'habitation. Les questions de la compensation en fait, la lisibilité à moyen et long terme. On est en train de perdre notre autonomie fiscale et nous ne voulons pas le transfert de l'impopularité fiscale de mesures que nous ne portons pas. L'augmentation des taxes
prise au niveau national, c'est l'État, c'est pas nous. Nous allons perdre cette autonomie fiscale, nous voulons la garantie de l'autonomie financière. Vous considérez que vous n'avez aucune garantie sur ce point-là, sur la compensation de la taxe d'habitation? Pour l'instant, c'est un brouillard à couper au couteau. Il y a eu des allers et des retours, une espèce de danse autour de quelques idées. Nous sommes solidaires des départements, nous ne revendiquons pas le foncier bâti ou non bâti. L'État a pris une décision de supprimer une taxe. D'ailleurs, au passage, je rappelle que près de la moitié des Français ne la payent pas. Donc ces gens-là, ceux qui ne la payaient pas, n'auront pas de gain de pouvoir d'achat avec la suppression d'une taxe qu'ils ne payaient pas. Ceux qui baissent sont plutôt quand même contents qu'elle baisse. Certainement, mais d'ailleurs, si on pouvait supprimer tous les impôts, vous auriez encore plus de gens contents dans la rue. Sauf que derrière, il faut financer des services publics, il faut développer des territoires, il faut garantir la sécurité du pays, il faut des fonctionnaires qui soient bien engagés au service de ce que représente l'État français dans son organisation de protection sociale, qui est un modèle assez unique et qu'il faut quand même aussi préserver largement. La taxe d'habitation, la question des dotations, nous souhaitons évidemment qu'Emmanuel Macron revienne à son engagement de candidat. Il ne cesse de dire qu'elle ne baisse plus, contrairement qu'à dernières années. Alors, factuellement, c'est faux. L'enveloppe globale. Et factuellement, vous dites que ça continue à baisser. Non, mais les chiffres ont été publiés par la Direction générale des collectivités locales. Interrogez toutes les communes. Vous avez 22 700 communes qui ont perdu en dotation. Ce n'est pas lié uniquement au cadre général. C'est que Bercy, qui a pris, c'est un peu de la technique de finances publiques, qui a mis une enveloppe normée, fait que l'argent que vous prenez aux uns, vous le récupérez aux autres. Je prends un exemple juste révélateur de la difficulté. Une communauté ultramarine a été violemment frappée par un ouragan à Saint-Barth et à Saint-Martin. Le président de la République, à juste titre, se déplace. À juste titre, il annonce la solidarité nationale. Où va-t-on récupérer l'argent? Dans les fonds d'investissement pour les communes. C'est de la solidarité des collectivités locales les unes vis-à-vis des autres. Et c'est ça à l'avenant sur à peu près tous les sujets. Ce sujet-là, ce thème-là, cette manière-là, elle doit être derrière nous. Nous avons d'autres sujets. Il y a un gros sujet logement. Les mesures APL sont en train de bouleverser complètement le mode de relation entre un territoire et son bailleur social qui produit des loyers modérés pour l'immense catégorie des personnes, très nombreuses, plusieurs millions en France, qui ne peuvent se loger que dans des HLM et que dans des habitats à loyer modéré. Ce modèle-là est en train d'exploser. La réhabilitation dans nos quartiers aujourd'hui est en cale sèche et après 2020, vous n'aurez plus de production, quasiment plus, pour le public et pour le privé. Même chose pour la politique de la ville. Alors justement, François Baroin, pardon. Un mot, Jean-Louis Borloo, à qui on avait demandé un rapport. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois et ça se termine par un discours à l'Élysée sur le thème, c'est pas deux mâles blancs enfermés dans une salle qui vont rénover la politique de la ville. Ça, c'est pas possible. Le logement, la politique de la ville, vous faisiez référence à l'époque où vous étiez vous-même aux affaires. Il y a le ministre des collectivités, Sébastien Lecornu, qui ce matin n'est pas tendre avec vous dans les colonnes du journal du dimanche. Je le cite, « Quand j'entends les critiques de François Baroin, je me pince. Il a été le ministre du budget qui a gelé les dotations de l'État en 2011 en expliquant que les collectivités devaient se serrer la ceinture. Il n'avait pas de mots assez durs contre les contrats aidés. Il a voté en 2015 en tant que sénateur la loi NOTRe, le fameux logement, que j'ai combattu en tant qu'élu local. » En gros, il vous accuse de tenir un double discours, en fait. Aujourd'hui, dans votre casquette de président de l'Association des maires de France, un discours différent de quand vous étiez vous-même ministre et sénateur il y a encore quelques mois. Le vrai sujet, c'est le président de la République. C'est à lui de fixer l'orientation qu'il souhaite dans la feuille de route vis-à-vis de ses ministres pour restaurer un dialogue serein. Il vous accuse de dire tout et son contraire en fonction des moments, des époques et des mandats que vous exercez. Lorsque nous étions aux affaires et en responsabilité, lorsque j'étais ministre du budget, nous étions dans une crise avec des déficits publics qui ont explosé jusqu'à 8,2%. Lorsque nous avions pris des mesures qui n'ont rien à voir avec la saignée imposée par Hollande et rien à voir avec la saignée qui est imposée par Emmanuel Macron aujourd'hui, c'était un gel et dans notre esprit, ça ne devait pas excéder 2013, le rendez-vous pris par la France vis-à-vis de ses partenaires européens pour les 3%. Poursuivre cette politique et l'amplifier dans des proportions qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous avons fait, c'est prendre le risque de remettre en cause la décentralisation. Lorsque Hollande nous impose 11 milliards en moins de dotation, c'est évidemment en moins pour les services publics, pour les Français, pour leur qualité de vie. C'est 30% en moins d'investissement public à l'échelle nationale. 70% d'investissements publics dans notre pays sont portés par les collectivités locales, 60% par les communes et les intercommunalités. 13 milliards annoncés par Emmanuel Macron pour les 5 années qui viennent, c'est encore 30%. En gros, sur 6 ans, c'est l'investissement public qui va être en cale sèche. Ça veut dire la totalité des territoires en grande difficulté, ça veut dire un aspirateur pour les métropoles, et ça veut dire cette France que l'on a dit périphérique aujourd'hui, qui sort dans la rue hier avec ce message d'alerte profond et qui se sent plus concerné par une réalité. Quel est l'agent économique qui peut se développer s'il n'investit pas? Quel est le territoire qui peut se développer s'il n'investit pas? On veut tuer l'investissement public dans le pays. François Baroin. Donc cette politique-là, elle doit être derrière nous. C'est une négociation qui doit s'ouvrir. Mardi,
on a comme le sentiment que les relations sont très dégradées avec l'AMF, que vous boudez, pour reprendre même l'expression de certains ministres. Et d'ailleurs, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu, qu'on vient de citer, déplorent de ne pas être conviés à la tribune du Congrès des maires, en disant même que ça se passe plutôt bien avec les autres associations de collectivités locales et territoriales. Les régions, les départements. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec l'AMF en particulier? Vous leur faites d'une mauvaise manière? D'abord, l'AMF, je le rappelle, est une institution centenaire et qui a autour de sa table des gens de gauche, de droite, du centre. Aucun esprit partisan et même, c'est une erreur de plus que d'interpréter politiquement un engagement partisan des positions que nous prenons. Nous travaillons avec les régions de France qui ont eu les mêmes difficultés avec le président de la République et le Premier ministre, pour dire les choses. Nous travaillons main dans la main avec les départements qui ont une ardoise que l'État doit payer de plus d'1,2 milliard et à qui on donne tout simplement à peine de quoi pour boucler les fins de mois, pour financer l'accueil des mineurs isolés. Pour la première fois, nous lançons une association commune, région, département, maire de France, pour appeler à une nouvelle décentralisation. Pendant 6, 8 mois, 1 an, nous allons travailler dans toutes les régions de France pour essayer d'imaginer ce que doit être la nouvelle vague. C'est une recentralisation accélérée que nous contestons, peu importe les ministres. Objectivement, il y avait des gens très bien avant, M. Mézard était le prédécesseur de Mme Gourault, c'était un homme affable qui connaissait de guerre lasse. Le président de la République est invité, il décide de ne pas venir. Le Premier ministre viendra, les ministres sont invités, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais interpréter cela de manière politique, c'est une erreur de plus. Nous sommes là avec nos sensibilités, nous laissons au vestiaire nos engagements partisans, nous nous retrouvons autour de la table et nous avons une plateforme de revendication commune, partagée par l'ensemble du spectre politique, y compris des gens d'En Marche, puisque même si je n'en avais pas l'obligation, j'ai nommé une vice-présidente, une femme de qualité, à la tête de l'AMF, pour justement que toutes les sensibilités soient reprises. Ces revendications concrètes, on continue d'en parler dans un instant. Merci à vous, Olivier. On se retrouve dans quelques petites minutes pour poursuivre la conversation avec François Baroin, l'invité de BFM Politique, en direct avec nous jusqu'à 13h sur BFM TV. A tout de suite. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Parce que vous évoluez aussi vite que le monde qui vous entoure. Nous avons repensé la voiture pour qu'elle vous accompagne en même temps que le changement. Et qu'enfin l'essentiel remplace le superficiel. Le foie gras, exceptionnel à chaque fois. Cardinal, un peu de béton, beaucoup d'imagination. Les dernières technologies Nissan vous ouvrent toutes les voies. Nissan Micra, la citadine high-tech par Nissan. Les 23 et 24 novembre, Nissan passe au Black Friday. Pour découvrir toutes nos offres exceptionnelles, c'est en concession et seulement en concession. Ne laissez pas passer votre chance. Du 22 au 26 novembre, pendant les Black Friday Days, repartez sans attendre avec votre Volkswagen.
Si certains jours sont extrêmes, mais que votre quotidien reste une aventure, alors choisissez le rasage qui vous ressemble. Philips S9000 Prestige, le rasage électrique le plus précis au monde. Précision ultime, confort parfait. Nouveau Philips S9000 Prestige. Rendre la vie meilleure est toujours possible. Philips. Range Rover Velar, à partir de 769 € par mois sans apport. Entretien et garantie inclus. Land Rover. Les parfums Lacoste vous souhaitent de joyeuses fêtes. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. François Baroin est l'invité de BFM Politique en direct et jusqu'à 13h, François Baroin qui appelle le gouvernement, le président de la République, à reprendre sur de nouvelles bases un dialogue avec des maires qui, dit-il, n'ont pas été suffisamment entendus. Jusqu'ici, on poursuit la conversation et c'est avec vous, Edwige Chevrillon. Bonjour François Baroin. Bonjour. Je voudrais revenir évidemment sur la fiscalité. Vous avez dit qu'il fallait travailler sur la fiscalité, sur les impôts. Est-ce que vous diriez juste, vous savez, il y a eu la période ras-le-bol fiscal. Est-ce que là, on est au niveau, là, en termes de perception, bien sûr, du racket fiscal ? C'est des termes que j'emploie pas. J'ai été ministre du budget. J'ai un immense respect d'ailleurs pour les membres de cette administration et d'ailleurs l'une des forces de notre pays, on en a plusieurs, vous le savez, Edwige Chevrillon, on a un système bancaire qui est résilient, avec des banques systémiques, on a une main-d'œuvre qualifiée. Mais dans notre force de notre modèle, c'est le consentement à l'impôt. Mais est-ce que là, on a, vous comprenez, c'est sans doute, il reste peut-être une des racines de ce mouvement des Gilets jaunes, quand même, ce sentiment qu'on est racketté partout, quoi. Je veux dire, tout augmente. Et est-ce qu'il est en danger aujourd'hui, ce consentement à l'impôt? Je pense que c'est ça la vraie question qui est soulevée par le mouvement d'hier. Oui. C'est le principe du consentement à l'impôt. La France est un pays qui prélève beaucoup de contributions, mais parce que la France est un pays qui redistribue également énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit. On a un système de retraite qui est beaucoup plus avantageux si on regarde de l'autre côté du Rhin que l'Allemagne ou d'autres pays. Donc c'est un système très solidaire. On a un État-providence qui est quand même extraordinairement puissant. Le RSA, les personnes les plus fragiles, les centres d'hébergement, les aides d'urgence dans les centres communaux d'action sociale pour lesquels nous sommes des acteurs très puissants. En ce moment. On l'oublie. C'est pour ça que le point qui est levé, qui est peut-être de mon point de vue le plus préoccupant, c'est la remise en cause du consentement à l'impôt. Je pense qu'on est à la saturation, à 47% ou près de 50% d'impôts. C'est pas possible. Impôts, taxes, charges, etc. Plus de 1000 milliards désormais d'euros. Plus de 1050 milliards. Ouais. C'est quand même absolument énorme. C'est près de la moitié de la richesse nationale. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est presque un jour sur deux que vous travaillez pour l'État. Ou pour des prestations, et derrière, vous n'avez pas le sentiment d'avoir justement, c'est pour ça que c'est la France des provinces qui s'est mobilisée, d'avoir le retour de cette contribution. Donc ce sentiment d'abandon. Donc je pense qu'il faut agir là-dessus. Oui. Après, moi, je ne suis pas en responsabilité, il y a un pouvoir légitime. Sur quelle, je veux dire, la marge de manœuvre, vous le connaissez comme moi, elle est nulle, hein, la marge de manœuvre de l'État français, c'est un peu toute la difficulté. Où est-ce qu'on pourrait jouer? Non, elle n'est pas nulle. Vous avez trois sources de dépenses. Vous avez le plus petit bloc, qui est celui des collectivités locales, dont la part dans la dette publique n'est que de 9,5%. La plus grosse part de la dette du pays, c'est l'État, il est à 80%. Ouais. L'autre part, c'est la sécurité sociale à 10%. Vous avez une deuxième source de dépenses qui est l'État, c'est à peu près 300 milliards hors dette et pensions. Il y a des politiques que nous avions portées, qui s'appelait la révision générale des politiques publiques. On ne remplaçait pas un fonctionnaire sur deux. On redonnait 50% de la bonification en salaire. On garantissait le pouvoir d'achat des fonctionnaires. On faisait des économies structurelles. Ça a été abandonné. C'était pourtant une bonne idée. Le gouvernement n'en fait plus assez aujourd'hui pour réduire les dépenses publiques? Sur la fonction publique. Sur la réforme de l'État, il n'y a pas grand-chose. Franchement, c'est extraordinairement faible. Tout le monde le reconnaît. Ceux qui ont produit une amélioration dans le solde budgétaire sont les collectivités locales. Et puis, vous avez le champ immense de la sécurité sociale. Et là, il y a le grand débat sur les retraites. Ça, c'est une question politique. Est-ce qu'au fond... Vous ne faites pas les économies tout de suite, François Baroin. Or là, il y a besoin. Et donc, c'est pour ça que la direction du budget est en train de grappiller sur la moindre chose.
Oui, mais ce sont des mesures de comptable et des mesures strictement budgétaires. L'indexation à 0,3%, quand vous avez une inflation à 1,7 annoncée pour l'année prochaine, vous avez un gap et vous entamez le pouvoir d'achat. La suppression de l'APL accession, alors que vous demandez, vous lancez un plan pauvreté, quand vous savez que 60% des allocataires de l'APL sont des attributaires des minima sociaux, il y a une incohérence là. Donc il y a des sujets incohérents. Voilà, vous avez dit des mesures de comptable, hein, c'est quand même un point important. Est-ce que vous avez l'impression, comme disent certains, c'est qu'Emmanuel Macron, il est prisonnier, vous connaissez bien, vous l'avez même rendu hommage, il a un peu prisonnier la direction du budget et de Bercy, quoi, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des mesures de comptable. Je pense que sur les choix budgétaires, avec des gens très intelligents et très structurés, mais qui ont une doxa, ils doivent respecter un cadre imposé par la France sur des rendez-vous de déficit public. Ce cadre-là amène à prendre des mesures avec des choix. On peut considérer que la mère des réformes en matière de finances publiques, ça peut par exemple être les retraites. Voilà, ça c'est un sujet majeur. Vous déplacez l'âge de la retraite, vous récupérez 20, 22, 25 milliards, c'est quelque chose qui rapporte vite. C'est une autre option qui est prise, un autre chemin, qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, sur les comptes notionnels et les comptes à points. Mais c'est une option qui ne va pas, pour le coup, rapporter beaucoup d'argent tout de suite. Donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est pas vrai qu'il y a qu'une seule politique, c'est pas vrai qu'il y a une politique unique qui doit s'imposer à tous de manière budgétaire. C'est pas vrai. Il faut faire des arbitrages. Et choisir, c'est renoncer. Il faut renoncer à des mesures comptables et aller sur des choses qui soutiennent le pouvoir d'achat. Donc vous dites on renonce à quoi? Donc on renonce à cette mesure sur les retraites. Vous dites qu'il faut qu'il y ait une compensation totale par rapport à l'inflation. Non, mais l'addition il y a eu énormément de mesures. Les mesures sur le gaz, les mesures sur EDF, les mesures sur le carburant, la CSG. Je maintiens que la CSG est une erreur politique. C'est probablement l'erreur la plus douloureuse de ce début de quinquennat, parce que c'est celle qui impacte le plus et en profondeur, et c'est assez normal. L'assiette est large, le taux est faible. Donc c'est très tentant de regarder la CSG pour l'augmenter. Certains, chez nous, ma formation politique au moment de la présidentielle était plutôt partie sur la TVA. Vous savez, j'étais chef de file de la... de François Fillon qui lui proposait justement une augmentation de la TVA. J'étais en désaccord, et d'ailleurs, comme chef de file de la droite et du centre, au moment des législatives, nous avions corrigé le projet et nous avions supprimé cette mesure. Il n'y avait aucune mesure d'augmentation d'impôts ou de taxes. Il y avait des mesures de réforme profonde et structurelle autour des retraites. Il y avait des mesures de réforme de l'État, et là, il ne se passe rien. Et on ne s'appuyait pas exclusivement sur les collectivités territoriales pour produire les efforts que les autres ne font pas. Je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin avant-hier sur BFM TV. On écoute, il dit vraiment, mais l'État est à sec, hein, l'État n'a pas d'argent. On écoute le ministre du Budget, votre successeur. Pourquoi on fait des crédits d'impôt ? Pourquoi on fait des crédits d'impôt ? Pour inciter des gens à aller plutôt vers un mode de consommation plutôt qu'un autre. L'État a dit, moi je vous donne de l'argent, ou vous payez moins d'impôts, pour pouvoir faire tel type de comportement plutôt que tel autre. Et quand l'État a peu d'argent, parce que l'État a peu d'argent, nous avons un gros déficit. Vous-même, vous dites, depuis que je suis invité, depuis 17 mois, Monsieur Bourdin, vous me dites, vous avez quasiment 2000 milliards de dettes. Et vous avez raison, nous sommes un pays qui est très endetté. Et nous vivons à crédit depuis quand ? Depuis 40 ans. Il a raison, vous-même, lorsque vous étiez ministre, j'ai retrouvé les chiffres, hein, c'était 1700 milliards, je crois, d'endettement, et ça avait explosé lorsque vous étiez ministre de l'économie et des finances. Il faut dire, on sortait d'une crise difficile. Enfin, on ne sortait pas, on était en pleine crise, et on a eu des déficits publics qui ont explosé à 8,2. On a réduit de plus de 3 points les déficits en un exercice budgétaire. Les déficits étaient à donc 5,2, vous avez raison, vous les avez réduits. En revanche, la dette, elle a explosé de plus de 10%, 9%. Comme tous les pays, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, ça a été un choix pour soutenir l'activité économique, pour faire la dépense. Le résultat aujourd'hui, c'est que les caisses sont vides. Donc il faut bien trouver de l'argent. Bien sûr. Si vous voulez baisser la TVA, parce que éventuellement vous trouviez une bonne mesure, on commence comment? On se comprenne bien. Je dis il faut faire quelque chose sur les impôts. Soit ils peuvent revenir sur l'affaire de la CSG, soit le gouvernement peut revenir sur l'affaire de la taxe sur les carburants, soit dans ce cas-là, c'est sur la taxe sur la consommation. Effectivement, là vous avez une marge assez importante, puisque nous sommes dans un étiage qui nous permet d'avoir un peu de marge. Mais les vraies problématiques sont des réformes structurelles. Et les réformes structurelles, vous n'en avez pas 36 000, vous en avez dans le champ social, et vous en avez dans le champ de l'État. Pour les collectivités territoriales, franchement, on a apporté notre contribution, et c'est toute la difficulté de la faire. Et j'ajoute que ce sera plus contre-productif que de taper l'investissement local, parce que nous, lorsque l'on dépense 1 euro, on tient globalement le territoire de tout le système des TPE, des PME, du bâtiment, des travaux publics, qui irriguent de façon vertueuse la totalité de nos départements. Vous savez bien, François Baron, les entreprises, elles demandent la baisse de ce qu'on appelle les impôts de production, c'est-à-dire que, à la limite, même si vous n'avez pas fait un euro chiffre d'affaires, vous payez, c'est le remplacement, ce qu'on appelle la C3S, c'est le remplacement de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est la taxe sur la contribution, pardon. Vous avez la contribution économique territoriale. Bref, ils demandent une réduction de l'ordre de 20 milliards des impôts et qui touche directement les maires, parce que les maires d'ici, nous, on nous retire tout ça. Comment est-ce qu'on va faire pour financer? Donc là, vous avez
Est-ce que vous dites déjà non par rapport à cette négociation qui est en cours entre les entreprises et le gouvernement? En tout cas, on souhaite être autour de la table et évidemment discuter de ces sujets. C'est bien pour ça que cette décentralisation, au fond, elle doit être revisitée et c'est bien la raison pour laquelle la recentralisation est probablement la pire des méthodes dans une vague internationale de poussée de populisme qui, au fond, rejette toutes les institutions. Il reste des institutions qui sont efficaces. Si on dit les régions font le développement économique, l'aménagement du territoire, l'enseignement supérieur, dans ce cas-là, on leur affecte une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui permettra de financer globalement ces politiques avec une très large autonomie. Si on considère que les départements financent les politiques sociales, dans ce cas-là, il faut délester la CSG et affecter les recettes de la CSG aux politiques sociales de proximité, le RSA, les personnes handicapées, les personnes âgées, les gens les plus fragiles. Ça a du sens et ce sera lisible pour les gens. Ce qu'il faut, c'est que ce soit lisible. Et si on veut préserver ce consentement à l'impôt, il faut que la contribution, elle soit affectée à quelque chose. Et si on souhaite que les communes et les intercommunalités préservent le cadre de l'environnement d'un financement de services publics de proximité auquel les gens sont attachés, dans ce cas-là, ce soit des contributions d'agents économiques, entreprises, soit, mais ce ne sera plus le cas, des contributions d'agents particuliers à la taxe d'habitation. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir non plus un transfert de la taxe d'habitation vers les entreprises, parce que là, on va vers une autre fracture. Merci Edwige. Oui. On passe au mot de la fin. Et pour ce mot de la fin, François Baroin, je voudrais vous livrer ces deux réactions de téléspectateurs qui nous regardaient aujourd'hui et qui vous interrogent au fond sur la responsabilité des élus des collectivités locales ces dernières années. Vous voyez cette première réaction des 30 dernières années, les élus des territoires, s'ils avaient anticipé, préparé l'avenir, ils auraient investi dans les transports, dans l'entretien des routes, etc. Et puis une deuxième réaction qui va un petit peu dans le même sens et qui dit au fond, en substance, et vous allez la découvrir également, au fond, ces élus des collectivités locales qui ont recruté, qui ont dépensé assez massivement ces dernières années, s'il n'apparaît pas à l'écran, je vais vous lire ce message. Je suis un peu myope apparemment. C'est que durant 30 ans, l'État n'a rien dit sur la dérive des dépenses publiques dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'État contrôle et c'est normal, c'est de l'argent public et c'est cela qui déplaît aux élus. Voilà ce que dit cette deuxième réaction. En substance, est-ce que les élus des collectivités territoriales au sens large, les maires, les élus des départements et des régions n'ont pas aussi une part de responsabilité dans la crise qu'ils affrontent aujourd'hui? C'est ça la question. Certainement, mais les chiffres sont têtus en la matière et derrière, ce n'est pas les maires qui refusent de serrer la ceinture. En fait, ce sont les administrés qui payent la facture. C'est moins de services publics, c'est moins d'investissement, c'est moins de développement, c'est une altération. Et au fond, les mêmes personnes, et je peux le comprendre, qui écrivent cela, vont ensuite à la mairie, ont besoin de services publics, sont contents d'utiliser les transports en commun et de se développer. Nous, on a une règle d'or, c'est qu'on n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour financer du fonctionnement, ce qui n'est pas le cas de l'État. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la part des communes et des intercommunalités dans la dette, c'est-à-dire dans la situation qui asphyxie notre économie, n'est que de 4,5%, quand la part de la responsabilité de l'État est de 80%. Donc il faut ramener aussi chacun à sa responsabilité et pas demander des efforts exorbitants, dont l'impact amplifie cet écart entre les 6 métropoles qui vont bien et qui se portent bien, et le reste des communes de nos territoires français qui, eux, s'interrogent et qui, aujourd'hui, amplifie la caisse de résonance de mouvements tels qu'on a pu l'observer hier. Une dernière question, François Baroin, comment vous envisagez votre avenir personnel? Est-ce que vous serez candidat au municipal en 2020 dans votre ville de Troyes? Est-ce que vous avez d'autres ambitions, peut-être nationales, pour les prochaines échéances électorales? J'ai fait des choix, vous le savez, après les législatives. J'ai démissionné de mon mandat de parlementaire, j'étais sénateur, c'était 25 ans de vie politique absolument passionnante. Et ce choix reste définitif? Mon engagement pour les Troyens, il est inaltérable. Vous me laisserez le soin de dire aux Troyens, le moment venu, avec mes équipes, ce que j'estime être utile pour la poursuite de cette activité. Et mon engagement au service de la commune, qui est en fait un engagement au service de la République et d'une certaine idée de cette République de proximité. Une commune, c'est la petite patrie française. Elle doit être protégée et préservée. Et je m'efforce, dans le mandat qui m'est confié par les maires de France, au fond, d'être vis-à-vis de l'État un partenaire le plus loyal possible, le plus républicain profond, parce que c'est ma nature et mon ADN, mais en même temps le plus déterminé pour protéger ce qui est un élément de l'identité de notre pays. Merci François Baroin d'avoir été l'invité de BFM Politique. Bon congrès à vous, bon congrès aux maires de France qui vont vous rejoindre dans ces prochaines heures. Vous restez avec nous, bien sûr. Tout de suite, c'est priorité au décryptage avec Philippe Gaudin. Très belle journée à tous sur BFM TV.